Quand j'étais sur les bancs de la fac, en hydrologie, donc, on apprend beaucoup, on apprend tout le temps à modéliser la réponse hydrologique. Donc la réponse des rivières par rapport à une pluie. Donc on est sur de l'eau bleue, cette eau qui coule à travers les hydrosystèmes, qui va recharger les nappes, qui va alimenter les zones humides, etc. etc. Ça c'est l'eau bleue. Et peu à peu, au fil de mon travail, quand je travaillais dans la fonction publique, en fait, je me rendais bien compte qu'on passait un peu à côté de quelque chose de majeur qui avait tendance à vraiment révéler toutes les vulnérabilités sur les territoires. Et je me souviendrai toute ma vie du président du syndicat de rivière dans lequel je travaillais, le SEM3A, donc Bruno Forel en l'occurrence, qui m'a dit « Mais de toute façon, vous savez, Charlène, je pense que le problème, il est dans les sols. En fait, l'eau n'est pas retenue dans les sols. » Et je dis « Mais oui, mais merci de le dire. » Mais en fait, on le savait. Et quand on est hydrologue, on modélise à l'échelle du bassin versant. Donc évidemment, on prend en compte l'état des sols. Mais ce qui se passe entre la recharge des sols, l'évapotranspiration, le ruissellement, etc., en fait, je crois qu'on a sous-estimé l'impact du changement de couverture et d'usage des sols dans la réponse hydrologique. On tend à le modéliser de plus en plus, mais c'est quelque chose qui, je pense, dans notre profession, était largement sous-estimé. Et quid du changement climatique par rapport à cette eau qui est contenue dans les sols. Puisque avec le changement climatique, on va avoir des aléas de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents. Donc l'intensité de la pluie va augmenter et dans le même temps, on a des sols qui ne sont plus capables, qui sont moins capables d'absorber les pluies. Et ça, la combinaison de ces deux effets fait qu'on a des phénomènes de ruissellement plus nombreux, plus intenses, etc. Je fais beaucoup de détours là, vous voyez, mais je vais revenir sur le fil de ma présentation, je fais un méandre. Mais j'étais il y a quelques heures sur BFM TV pour parler d'un événement climatique désastreux. Là, il y a une crue éclair qui vient d'arriver. Entre 9h et midi, aujourd'hui, il s'est abattu l'équivalent de 3 mois de pluie d'hiver, 167 mm. 3 mois de pluie d'hiver en 3 heures, 3 morts. 3 personnes qui ont pris leur véhicule et qui pourtant avaient normalement reçu les informations de ne pas se déplacer. Mais c'est dire à quel point cette culture du risque, elle est toujours là, elle a toujours besoin de la cultiver, si je puis dire, mais ces événements-là, donc là, sur cette station météo, 3 mois de pluie en 3 heures, c'était du jamais vu. La station hydro, elle est HS. Depuis 9h ce matin, on n'a plus de données. En fait, ça fait un pic énorme. Donc j'ai l'impression que nos statistiques en hydrologie, elles sont complètement défiées par le changement climatique. On a évidemment encore de quoi se baser pour faire de la modélisation, mais on est de plus en plus confronté à ces événements extrêmes qui n'ont presque plus de sens d'un point de vue statistique. On se retrouve à avoir des crues centennales, des crues qui ont une chance sur 100 de se produire chaque année, en l'espace de quelques mois, voire 1 ou 2 ans. Ça, c'est vraiment nouveau pour nous en tant qu'hydrologues. On ne comprend pas, en fait. Enfin, on comprend, on sait, mais nous-mêmes, ça nous déstabilise, quoi. Je reviens sur cette histoire d'eau verte. Donc, Bruno Forel, qui me dit au détour d'un café, le problème, c'est dans les sols. Et là, j'ai eu une sorte de révélation en me disant, mais en fait, il faut qu'on approfondisse cette question des sols et comment on peut rendre ces sols robustes, capables d'encaisser ces pluies, capables de retenir la pluie quand on en a besoin et surtout de l'infiltrer dans les nappes. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, Bruno Forel, c'est qu'il avait déclenché en moi l'envie d'apprendre. Et je crois que vous êtes tous et toutes curieux. Et si vous êtes là, c'est que vous avez aussi envie d'apprendre. Et cette envie d'apprendre, elle m'a poussée à sortir des rangs, sortir de la fonction publique. Et pour d'autres raisons, j'ai carrément démissionné. Mais je me suis formée et à l'agriculture en particulier. Je me suis formée en maraîchage pendant 2 ans. Et j'ai voulu comprendre comment on peut retrouver de la vitalité dans les sols, retenir l'eau dans les sols. Et dans mon chemin, j'ai rencontré Samuel Bonvoisin et Simon Ricard, qui sont 2 ingénieurs, un agronome, un fils d'agriculteur.
Et on a cofondé ensemble cette hydrologie régénérative dont je vous parlerai à la fin. Donc, si je résume, on a cette eau verte, l'eau qui est contenue dans les sols, qui est évapotranspirée par le végétal, et cette eau bleue qu'on connaît bien. Quand j'ai commencé à comprendre et à apprendre tous ces enjeux autour de l'eau verte, là j'ai ouvert une sorte de boîte de Pandore qui reste toujours très opaque, tant on a peu finalement de données et d'études, surtout en France, sur les mécanismes qui régissent cette eau verte. Mais c'est absolument colossal. L'eau verte donc, qui est évapotranspirée par le végétal, cette eau qui est évapotranspirée, en fait, elle n'est pas perdue véritablement à l'échelle des continents. Elle est recyclée en eau bleue à l'intérieur des continents. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît, je dirais, vraiment depuis les années 90. On commence à documenter. Mais cette circulation de l'eau verte en eau bleue à l'intérieur des continents, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est tellement important qu'à l'échelle planétaire, à l'échelle continentale, on estime que le 2/3 des pluies continentales proviennent de cette eau verte. Donc en clair, voilà, on a de l'eau grâce au végétal, mais c'est surtout à l'intérieur des continents. Nous, en France, on est beaucoup influencés par l'océan Atlantique, mais quand bien même, ce qui arrive sur le sol français et qui est évapotranspiré par le végétal va être remise en circulation quelque part ailleurs. Donc ça, c'est un premier insight, je puis dire. Et le deuxième insight que j'ai eu, mais qui est encore plus récent, là, ça date de à peu près 1 an, c'est le rôle du vivant dans ce cycle de l'eau. Quand on apprend sur les bancs de la fac l'hydrologie, on apprend à maîtriser des flux. On n'est que sur des flux. Et on ne s'intéresse pas aux forces biotiques qui régissent ces flux. Ni sur l'eau verte, ni sur l'eau bleue. Donc ça a été vraiment une révélation aussi. C'est pour ça qu'on a aussi retourné ce cours Sator pour réactualiser un certain nombre d'études, de savoirs, de connaissances pour faire ce lien entre l'abiotique, ce qu'on considère comme étant abiotique, l'eau, et le biotique. Je vous donne un exemple sur la question de l'eau verte, typiquement. On a beaucoup de processus, mais je vais en donner 3. Il y a déjà le processus de formation de la pluie. Qu'est-ce qui permet à la pluie de se former dans l'atmosphère? Des particules biologiques, essentiellement. Et on en a une en particulier qui s'appelle Pseudomonas syringae et qui permet à l'eau de pluie de précipiter à des basses altitudes. Et ça, c'est une évolution de cette bactérie, une évolution génétique de cette bactérie qui permet à cette bactérie de produire une protéine, la protéine INA, qui permet à des températures moins froides, moins basses, de précipiter. Ça, c'est un pouvoir et c'est l'évolution du vivant qui a permis ça. Sans cette bactérie, on n'aurait pas de précipitation sous des basses altitudes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Un deuxième exemple sur le rôle du vivant dans cette question de l'eau verte, ce qui permet de garder l'eau dans les sols, eh bien, on pense souvent et tout de suite aux vers de terre. Les vers de terre dans les sols, plus on a de vers de terre, plus on a de galeries, plus on a de sols structurés, oxygénés, plus on a de l'eau qui est réservée, gardée dans les sols. Donc les vers de terre sont aussi des acteurs puissants de l'eau verte en France. Donc évidemment, plus on retourne les prairies, plus on arrose de pesticides, plus on affecte l'activité biologique des vers de terre. Et donc aujourd'hui, certaines études qui sont menées par les agences de l'eau montrent que plus on a de vers de terre dans une parcelle agricole, plus on a de rétention d'eau dans les sols. Une autre évolution du vivant dans cette régulation des circuits de l'eau verte, c'est une évolution que tous les végétaux ont, même ici ceux présents dans la salle, ce sont les stomates. Et les stomates permettent d'ouvrir les vannes pour garder l'eau dans les végétaux ou la libérer quand elle a besoin de transpirer pour réguler sa température. Et donc les stomates sont aussi une évolution du vivant végétal pour mettre en circulation cette eau verte dans l'atmosphère, dans les grands cycles de l'eau. Donc il y a encore pléthore d'études, de recherches à faire sur le rôle du vivant dans ces cycles de l'eau, sur le circuit de l'eau verte en particulier. Et en ce qui concerne l'eau bleue, moi, l'animal qui me fascine le plus, mais je pense que vous le savez maintenant, et mais vraiment je suis émue quand je l'observe et que je vois faire, c'est le castor. Parce que c'est une espèce ingénieure, elle est décrite
comme ça dans la plupart des articles scientifiques, parce qu'elle est capable de façonner les hydrosystèmes pour ralentir l'eau et reconnecter les rivières à leur zone alluviale. Là, je vais introduire, et on l'a introduit dans cette nouvelle version de cours, Sator, cette question de santé des hydrosystèmes. Ça fait appel à tous ces enjeux autour du One Health, où on a besoin de voir la seule santé unique qui nous lie aux autres vivants, aux autres humains, et aussi à notre environnement. Et donc, les hydrosystèmes sont le reflet de notre propre santé. Ça, c'est vraiment hyper important, et le message que j'essaye de dire. Tout ce qu'on émet en dehors de nos corps finit dans les rivières. Donc les médicaments, antidépresseurs, les cigarettes, l'alcool, tout ça. Enfin, tout ça, ça finit dans les rivières. Et ça montre aussi à quel point on les a altérées et elles sont épuisées, ces rivières. Elles sont épuisées parce qu'on pompe beaucoup d'eau, évidemment, mais elles sont surtout déconnectées. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec nos vies, mais en tout cas, elles sont déconnectées de leur plaine alluviale. Un hydrosystème en bonne santé, ce n'est pas qu'une rivière en fait. C'est la connexion de la rivière avec l'invisible, avec ce qui est sous nos pieds, les nappes alluviales, qu'on considère aussi des nappes d'accompagnement. En fait, cette alliance, elle est incroyable parce que les rivières, quand elles débordent par endroits, elles alimentent leurs nappes, donc en hiver. Et l'été, c'est l'inverse qui se produit, ce sont les nappes qui alimentent les rivières. Elles alimentent en eau en quantité et aussi en eau fraîche, puisque c'est devenu quelque chose de rare maintenant avec les canicules. Donc vraiment cette connexion entre la rivière, sa nappe et une zone humide, souvent on a les trois en même temps, ça c'est un hydrosystème en bonne santé. On a souvent dans notre imaginaire la rivière qui est linéaire, qui a un seul chenal et qui éventuellement va faire un méandre ou deux. Alors les méandres, c'est important. Mais en réalité, depuis des millions d'années, les rivières, elles ont coévolué avec les forêts, le castor. Et le castor, lui, il n'aime pas une seule rivière. Lui, il veut des chenaux de rivières. Il ne veut pas une autoroute, il veut plein de petits chemins pour pouvoir s'alimenter parce qu'en fait, il remet en eau des surfaces. Il va cultiver certaines plantes et puis il va construire des barrages un peu partout, ralentir toute cette eau et créer une mosaïque d'habitats qui accueille plein d'autres espèces. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est une espèce clé de voûte, une espèce ingénieure clé de voûte. Si on enlève le castor, si on enlève le barrage de castor, on enlève plein d'autres espèces avec. Et ce faisant, et là je vous raconte cette histoire parce que c'est important, on en hérite. On hérite de cette ère du drainage où on a chassé le castor, on l'a exterminé. On estime qu'en Europe, on avait une population de l'ordre de 3 millions, alors je crois que c'est en France même, 3 millions d'individus. Aujourd'hui, on est entre 15 000 et 25 000, et les naturalistes s'en félicitent. Et on était tombé à 10 castors, une dizaine de castors au début du XXe siècle, dans les années 1900. Parce qu'on l'a exterminé pour sa fourrure, pour son castoreum, pour la parfumerie, et parce qu'on se considère que c'est une espèce nuisible qui met tout en eau, ça nous embête. Donc on l'a chassé. On considère encore que c'est une espèce nuisible. Et quand on a chassé le castor, on a détruit ces barrages et on a commencé à enlever le bois dans l'eau. Quand on a fait ça, ces deux choses-là, on affame les rivières. On enlève le bois qui permet de retenir des sédiments et de connecter la rivière avec sa nappe. Si on fait les deux, la rivière baisse. En plus de ça, avec toutes les constructions dont on a besoin, tous les matériaux de construction pour construire les routes, les bâtiments, les parkings, etc., on extrait le caillou, les sables, les graviers des rivières. Et donc, on incise encore plus, on baisse encore plus le niveau d'eau dans la rivière qui va plonger et se déconnecter de sa nappe. Donc là, vous voyez, on commence déjà, avant même d'avoir parlé du changement climatique, à altérer toutes les fonctionnalités d'un hydrosystème. Ce n'est plus qu'un trait bleu sur la carte maintenant, voire même plus un trait du tout, puisque certains tenants de l'agriculture industrielle tiennent à ce que les rivières disparaissent de nos cartes pour être prémunies des obligations environnementales. Donc on se retrouve à avoir des rivières qui manquent, des rivières fantômes, et des rivières qui se souviennent encore de la trace du castor. Quand vous regarderez sur une carte, peut-être que vous en connaissez, mais il y en a une en région parisienne. La plupart des rivières en France ont la même racine que le mot castor, beaver, donc bièvre, brevon, béor, véor, et Bibracte d'ailleurs, c'était une déesse invoquée qui a des liens avec le castor.
Donc en fait, on a cette histoire en France des rivières qui fonctionnent bien, qui sont en bonne santé avec le castor, mais on l'a perdu. Donc quand on prend conscience du pouvoir du vivant dans la bonne santé des hydrosystèmes, que ce soit pour l'eau verte et l'eau bleue, bah là déjà on a compris, ok, les humains, on a quand même beaucoup dérangé tout ça, et on doit surtout rester humble par rapport aux solutions qu'on peut apporter pour rétablir ces hydrosystèmes. On rentre dans le deuxième chapitre, nos usages et nos dépendances à l'eau. À un moment donné, il va falloir m'arrêter parce que je crois que là, je fais que le premier chapitre. Le deuxième chapitre, ce sont nos usages, nos impacts, nos dépendances à l'eau. Donc, quand on pense à l'eau, évidemment, on pense à tout ce qu'on va boire, éventuellement les toilettes, la douche, etc. Donc ça, c'est dans les 150 litres d'eau par jour par habitant, par Français, en eau potable, domestique. En réalité, quand on parle de toute l'eau dont on a besoin pour manger, pour produire notre énergie, nos vêtements, nos objets du quotidien, le smartphone, etc., on est plutôt autour de 5 000 et 10 000 litres d'eau par jour, entre 25 et 50 baignoires, qu'on mobilise quelque part, pas en France, mais surtout dans les pays étrangers, de l'eau verte et de l'eau bleue et des pollutions qu'on émet à travers l'eau grise. Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour calculer cette empreinte eau, on y reviendra, mais la première méthode, qui est volumétrique et qui j'utilise pour vraiment en parler, c'est celle-là. Donc on fait la somme de l'eau verte, de l'eau bleue, de l'eau grise, et puis on se rend compte en fait qu'on mange de l'eau. C'est essentiellement pour l'alimentation, pour l'agriculture, 85%. Et dans ces 85%, la moitié provient des pays étrangers. Donc on a vraiment besoin de remettre cette question de l'empreinte eau et de nos modes de vie qui reflètent vraiment nos modes de vie. Et ça, j'en parle dans le deuxième livre, Agir pour l'eau. Mais dans ce deuxième cours, pareil, cette deuxième version du cours, eh bien, il est apparu le besoin, on a vu, je le vois au contact des entreprises, des grands groupes, de ceux qui suivent les indicateurs, qu'on a besoin de comprendre, voilà, les enjeux de l'eau et qu'est-ce qu'on mesure. Le qu'est-ce qu'on mesure et l'empreinte eau aujourd'hui est remise un peu sur la table, sur les méthodes de calcul pour avoir un référentiel. Alors comme l'empreinte carbone ça a été un peu compliqué au départ, l'empreinte eau ça a toujours été compliqué, mais il y a besoin de s'actualiser sur tous ces enjeux-là. Et ça montre à quel point c'est complexe, la question de l'eau. Et à la différence de l'empreinte carbone, on n'a pas de limite individuelle. Ça n'a pas de sens de poser une limite individuelle pour l'empreinte eau. On pourrait y revenir tout à l'heure. En tout cas, ça montre que nos modes de vie, et en particulier l'alimentation, nos régimes alimentaires, plus ils sont riches en protéines animales, plus on a une empreinte eau élevée. Et ça, quelle que soit la méthode de calcul. Voilà, donc première dépendance, elle est là. Mais par contre, en France, on a une spécificité, et j'en ai consacré un chapitre dans le cours Sator, c'est celui de l'énergie. Donc, bienvenue celles et ceux énergéticiens qui sont dans la salle. En France, la moitié de nos prélèvements, nos besoins en eau, ils sont énergétiques. Ils sont liés au refroidissement des centrales nucléaires en circuit ouvert. Je précise, essentiellement. On a les centrales en circuit fermé qui sont là plutôt sur la Seine, la Loire, la Garonne. Sur le Rhône, sur les premières centrales, on a mis les circuits ouverts parce que le Rhône est un fleuve glaciaire bien pourvu en eau, froid, etc. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, la tendance, elle est sur le nucléaire de boucler, donc de se mettre enfermé, et voire même d'essayer de récupérer le panache d'eau évaporée via les tours aéro-réfrigérantes pour recycler une partie dans les circuits. Ça permettra d'économiser ce qu'on appelle les consommations en eau. Donc je fais bien la différence entre prélèvement et consommation. L'eau qui est prélevée, elle est éventuellement restituée dans l'hydrosystème, mais l'eau qui est consommée, elle ne revient pas directement dans l'hydrosystème, elle est évaporée ou perdue dans les fuites. Donc voilà, les principales, si je fais le portrait rapidement, nos prélèvements en eau, c'est énergétique, nucléaire. Ensuite, l'eau potable, 5,4 milliards de mètres cubes d'eau prélevés chaque année. Ensuite, les canaux de dérivation, parce qu'on prélève de l'eau dans les rivières pour les mettre dans des canaux qui vont servir au transport fluvial, surtout dans le nord de la France. L'agriculture et l'industrie. Et quand on parle de consommation, donc là on est plutôt autour de 5 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, c'est essentiellement pour l'agriculture, 3 milliards. L'irrigation agricole, 40% mobilisés pour le maïs. Le maïs qu'on ne mange pas, évidemment, c'est pour l'alimentation du bétail et l'export.
Donc ça pose une question de pour qui on va attribuer cette eau. Tout ce que je viens de dire là, c'est un jeu d'arbitrage qui doit se faire à l'échelle locale, parce que chaque bassin versant a ses spécificités, chaque bassin versant a ses acteurs, a ses besoins, ses usagers. Et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir une politique unique à l'échelle nationale qui va parler à tout le monde. Et ça, la France l'a compris très tôt. En 1964, elle a mis en place la première loi sur l'eau qui instaure ce régime de bassin versant, enfin d'administration par bassin versant, agence de l'eau, donc la 6, qui vont collecter sur une partie de la facture d'eau une redevance pour réinvestir derrière dans des infrastructures. En 1964, le gros enjeu, c'était d'équiper toutes les villes, toutes les communes, les campagnes comprises, en infrastructures de potabilisation, d'assainissement. Et ça, c'était pas gagné. Jusqu'en 1980, moi, la petite commune dans laquelle je vis maintenant en Chartreuse n'avait toujours pas d'eau potable au robinet. 1980-90. Donc c'était vraiment super d'avoir instauré ça, cette question du financement de l'eau publique en fait. Voilà, j'y consacre aussi une bonne partie du cours, le cours sur l'eau potable, l'assainissement, les eaux pluviales et les défis d'adaptation par rapport au changement climatique. Ça occupe au moins 1h, 1h30 du cours, puisque ça parle vraiment, tous les gestionnaires, qu'ils soient publics ou privés, les investisseurs aussi, se posent la question, mais sur quoi on investit? Bon, je vous tease un petit peu le truc. La question de l'eau potable, évidemment, il y aura des enjeux de qualité. On voit avec les polluants émergents, les PFAS. Maintenant, on va avoir les micropolluants, les antibiotiques. Voilà, on aura besoin de traiter dans tous les cas davantage. Ça demande de l'énergie. Encore une fois, plus on traite, plus ça demande de l'électricité. On a un autre besoin énergétique qui est lié cette fois aux interconnexions. Donc on va mailler les réseaux d'eau potable pour subvenir et arriver en secours pour certaines localités qui ne disposent que d'une source qui va se tarir l'été. Donc les gestionnaires ont tendance à mailler les réseaux, et ça demande aussi de l'énergie, et ça demande de l'entretien. C'est surtout ça le problème, c'est que le patrimoine hydraulique en eau potable et en assainissement, il est vieillissant. Ça fait plus de 60 ans qu'il est en place et il faut le renouveler chaque année, sauf qu'on a sous-investi très largement dans ces infrastructures. On se retrouve à avoir des fuites, on se retrouve à avoir des pertes, des phénomènes bizarres et qui coûtent de l'argent. Donc, tout ça pour dire que les gestionnaires de l'eau potable et de l'assainissement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, mais il faut aller encore plus loin et investir. Et surtout, pour l'avenir. Tout ça, je l'aborde aussi dans le cours. Mais Eau de Paris, par exemple, est une des collectivités une des plus avancées, je dirais, en France, pour maintenir l'agriculture biologique au droit des captages d'eau potable. Et ça permet d'éviter d'avoir des polluants dans les nappes. Et ça garantit, parce que la Eau de Paris rétribue ce travail-là, de maintien des prairies, etc. Il rétribue le travail de l'agriculteur. Et lui, ça lui donne une sécurité financière, quoi. Et ça, c'est super, c'est un bon partenariat. Mais il existe plein d'autres démarches publiques, privées, qui permettent aux agriculteurs de maintenir les bonnes pratiques ou changer quand il y en a besoin. J'ai fait plein de détours. Je parle des problèmes et des solutions sans vraiment tomber dans le fond du trou par rapport au changement climatique. Mais en tout cas, je pense que si vous êtes ici et ceux qui travaillent dans ces enjeux environnementaux et sociaux, on a clairement un énorme défi par rapport au changement climatique. On parle beaucoup du changement climatique, on parle un peu moins de la biodiversité, et puis l'eau, finalement, ça arrive comme ça, mais on a du mal à faire ce lien-là vraiment entre les trois. Et c'est là où les solutions fondées sur la nature, elles sont pertinentes parce qu'elles permettent de répondre à ces trois enjeux-là. Donc, ne serait-ce que de maintenir les zones humides existantes pour stocker du carbone, ralentir les crues, stocker l'eau en temps de sécheresse, point de fraîcheur, biodiversité, épuration naturelle de l'eau. Elle cumule toutes ces fonctions-là, les zones humides, mais personne ne les rémunère pour ça. Et donc, leur valeur, je dirais, est d'évaluer, et donc elles sont toujours menacées de grignotage, d'artificialisation, de drainage, etc., etc. Il y a toute une réflexion peut-être à avoir, on l'aura dans les échanges, mais sur comment valoriser ce travail-là. Est-ce qu'on doit le faire aussi? C'est une vraie question. Donner un prix à une zone humide, moi personnellement, je ne saurais pas faire. Mais en tout cas, avant de parler d'argent,
je parle vraiment de changement de regard. D'abord de changer notre rapport à tous ces hydrosystèmes. Et une fois qu'on a fait ça, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de donner un prix aux choses et surtout à ces zones humides. Donc déjà quand on a ça, ça permet de chanter tous les projets et les risques de maladaptation. Ça, je l'évoque aussi dans un des derniers épisodes du cours sur Sator. Tous les risques de maladaptation au changement climatique. Donc évidemment, on pense au stockage, aux grandes retenues pour de l'agriculture industrielle, donc les fameuses méga-bassines. Et je dis en quoi c'est un risque de maladaptation. On pense aussi au dessalement de l'eau de mer. Il y a énormément de banques privées qui me posent la question, est-ce qu'on investit dans ces infrastructures ? Et évidemment, vous connaissez ma réponse. Il y a là beaucoup de projets autour de la réutilisation des eaux. Donc ça peut paraître évident en fait quand on arrive sur le littoral de faire une dernière boucle à l'eau avant d'être rejetée à la mer pour qu'elle puisse irriguer des activités, des zones d'activité économique, et surtout réutiliser pour les collectivités qui en ont besoin pour laver les rues, etc. Par contre, ça l'est moins, et dans certains projets industriels, c'est aussi le cas. On étudie ces projets de réutilisation des eaux usées traitées site par site, c'est au cas par cas, parce que selon pourquoi on l'utilise et où est-ce qu'on ne rejette pas l'eau qu'on va réutiliser, il peut y avoir des impacts en fait sur la rivière et donc ça peut être contre-productif. En fait, on se rend compte que selon les volumes mobilisés, il y a certaines périodes de l'année où on ne va pas pouvoir réutiliser les eaux et c'est précisément en été quand on en a besoin. Donc c'est pas forcément la super bonne idée sur laquelle il faut foncer tout de suite. Ça s'étudie et en général, les projets de réutilisation, au-delà des aspects réglementaires qui tentent à s'assouplir, ça met 3 ans, au moins 3 ans avant d'émerger. Par contre, voilà, à l'échelle du bâtiment, on peut envisager de faire des choses, c'est possible. Est-ce que ça va nous prémunir des risques de sécheresse très longs et des périodes de restriction ? Ça, c'est moins sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer à la gestion de crise, des risques de sécheresse majeurs. Et qui va, encore une fois, bénéficier en premier de l'eau. Ça, c'est vraiment et donc, c'est un enjeu démocratique. Et c'est pour ça que, sur la fin, je consacre un chapitre sur la gouvernance de l'eau, sur qui décide, qui fait quoi. Et je ne sais pas si, d'entre vous, il y en a qui savent à peu près qui gère l'eau potable, qui fait l'assainissement, qui gère la rivière, qui finance ça. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile à y voir clair. Donc, on va dire que dans ce cours-là, je donne les clés et surtout les informations pour aller avoir la réponse à vos questions. Voilà, dernier mot peut-être avant de passer aux questions sur les solutions qui pour moi sont les plus robustes, pour paraphraser notre ami Olivier Amand. La robustesse, elle est, comme il le dit bien, fondée sur le vivant. Et c'est toute la vision qu'on a créée autour de l'hydrologie régénérative. C'est comment rendre les territoires plus robustes face aux sécheresses, aux incendies, aux inondations et à l'érosion des sols. On répond vraiment à ces 4 risques, sécheresse, incendie, érosion et inondation. Parce qu'on a une tendance, surtout dans l'eau, à ensiloter toutes les problématiques, tous les risques. Et on a un plan et une stratégie pour chaque risque. Mais on n'a pas forcément de lien entre tous. Donc l'intention, ce n'est pas forcément de créer quelque chose de nouveau, mais de faire ce lien avec des solutions en fait, à moindre coût et low-tech le plus possible. Donc la robustesse, et pour ça, on va s'appuyer sur des principes et un triptyque. Les principes, très simples, vous pouvez l'expliquer à votre enfant, c'est ralentir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols, évapotranspirer pour quand même les cycles de l'eau verte et diversifier. Diversifier tout le couvert végétal, les essences d'arbres, les rotations, enfin les cultures, etc. Et diversifier les écoulements, diversifier les hydrosystèmes puis pour les transformer de l'autoroute en petits chemins de l'eau comme le fait le castor. Et ça, donc ralentir, infiltrer, stocker, évapotranspirer et diversifier, ça fait RISE et en verlan c'est désir. Donc c'est très simple à retenir, désir, et ça donne envie finalement de ralentir comme cette petite goutte d'eau pour s'endormir dans une petite nappe tranquillement, etc. Donc pour ça,
très simple, hein, low-tech toujours, eau, sol, arbre, c'est le triptyque indissociable. Il faut qu'on cherche à faire un design qui permette à la goutte d'eau de s'infiltrer, au sol de l'absorber, de la stocker, et les arbres pour évapotranspirer, mais aussi l'infiltrer, etc. etc. Enfin, les arbres remplissent plein d'autres fonctions par rapport à l'eau, mais en clair, c'est celui-là. Donc, la bonne nouvelle, on n'a pas réinventé l'eau chaude, on rassemble un certain nombre de techniques, d'approches qui permettent de mettre en œuvre, en fait, qui sont au service de cette vision-là, et on peut l'appliquer dans plein de contextes. On a été très vite identifié sur le contexte agricole. Donc là, on est en ce moment en phase d'expérimentation avec une centaine d'agriculteurs autour de Valence, Portes, Drôme, Ardèche, enfin Drôme et Ardèche, pour expérimenter ces aménagements sur les parcelles agricoles. Et nous, on fait le suivi, avec l'association, on fait le suivi scientifique et social aussi, psychologique, parce que c'est là que ça se passe. Et ensuite, on va faire ça dans les hydrosystèmes forestiers et en rivière. Tout simplement, dans les hydrosystèmes forestiers, c'est diversifier les essences forestières, reméandrer, renaturer certains cours d'eau dans les hydrosystèmes forestiers en mode low-tech, en mode castor. Et dans les rivières, c'est ça en fait. La technique castor en rivière, elle est fabuleuse, elle nous vient des Américains. Les Américains qui sont très pragmatiques, très pratiques, eux ils ont dit nous on a 8 millions de kilomètres linéaires de rivières à restaurer, on n'aura jamais assez d'argent pour le faire, ça nous coûte déjà 10 milliards de dollars, c'est beaucoup trop, donc Eureka, on a le castor. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient déjà, le protéger, voire même le relocaliser. Alors eux ils ont le droit, mais nous en France on ne peut pas. Mais ils font de la translocation pour éviter les conflits avec certains agriculteurs. Ils le déplacent pour régénérer les hydrosystèmes. Et Eureka aussi, ils se sont dit mais tiens en fait on peut l'imiter. Tout simplement, on va imiter le castor, on va voir, on va l'observer et on va essayer de construire des ouvrages qui permettent à la rivière de se reconnecter à sa plaine alluviale. Ça a donné lieu à la régénération low-tech basée sur les processus. Low-tech Restoration Processus Based. Ils ont 15 ans d'avance et en France, on commence à peine. Et c'est vraiment le tout début. On a plein de leviers à soulever et on y travaille. Et donc, dans le Coursator, j'en parle aussi de cette approche parce qu'elle n'était pas connue en fait en France avant l'ouvrage de Baptiste Morisot, Rendre l'eau à la terre. Et on en a intégré une partie dans ce dernier cours. Donc ça donne plein d'idées, plein de billes, plein de points d'attention aussi à avoir sur les solutions parce que même en faisant le castor, c'est clair qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes, on ne va pas résoudre ces problèmes d'inondation, de la vulnérabilité des territoires, on ne va pas résoudre ce problème de sécheresse, des maisons qui se fissurent à cause des sécheresses, on ne va pas régler les conflits d'usage, ça c'est sûr. Mais l'objectif de ce Coursator, c'était de faire ce tour-là et de vraiment identifier les actions prioritaires à faire et celles qui permettent de tenir dans le temps avec la robustesse des territoires. Voilà, sur un TEDx mal préparé, ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être présent et présente, de me soutenir aussi sur les réseaux et ailleurs. C'est très précieux pour moi et j'espère que vous aurez l'occasion de suivre ce cours et puis de l'infuser dans vos cercles et votre réseau. Et merci encore. Et la question que je te disais, qui me fâche, est-ce qu'on doit filtrer l'eau du robinet ? Je dis elle me fâche parce que c'est vrai qu'on est vraiment focalisé sur le grain de sable et on ne voit pas toute la big picture qui permet de voir qu'en fait, nos modes de vie rejettent sans arrêt au quotidien des millions de molécules et de substances qui s'accumulent et qui ne se dégradent pas à l'échelle humaine. Donc évidemment, on aura besoin de dépolluer davantage. Et en fait, tout le monde devra dépolluer. Et l'industrie de l'eau en bouteille l'a bien compris. Et ils le font. Ils n'ont pas attendu, en fait, de se rendre compte. En fait, le scandale sanitaire, c'est de ne pas avoir dit plus tôt qu'on a des hydrosystèmes pollués par un ensemble d'activités, pas que agricoles, mais des pollutions historiques qui s'accumulent, en fait, dans les sols.
Et ça, c'est un vrai sujet. Donc la question de l'eau potable, elle est toute relative par rapport aux substances qu'on va rechercher. Et on a un adage dans le milieu, on dit plus on cherche, plus on trouve. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et les futurs problèmes, pour moi, qu'on n'a toujours pas encore, parce qu'il y a ça, il y a déjà tout ça. Et il y aura aussi peut-être un jour la question de l'antibiorésistance, où on se rendra compte que l'antibiorésistance, elle est en partie liée à des antibiotiques qu'on consomme en excès et qui ne se dégradent pas dans les hydrosystèmes et qui se retrouvent finalement dans nos corps. Donc c'est un vaste sujet, la question de la qualité de l'eau. Je pense qu'elle ne doit vraiment pas occulter les vrais enjeux qui sont notre modèle agricole, qui est encore toujours très dépendant des énergies fossiles, des substances chimiques, nitrates, engrais de synthèse et pesticides, produits phytosanitaires plus largement. Et donc, tout le monde est concerné. Gestionnaire de l'eau potable, qu'il soit public ou privé. Quand on est en public, on a plus de marge de manœuvre. Quand on délègue au privé, en fait, ils sont concernés, mais ils ont des objectifs de résultats et donc ils n'ont pas la vision politique pour investir dans ces infrastructures de dépollution. Donc voilà, je détourne un peu le sujet, mais sur la question de l'eau potable, c'est ça. Et donc ces questions-là, forcément, les industriels de l'eau se la posent. Et ça a d'ailleurs été les premiers, concernant l'agriculture, à maintenir les aires d'alimentation de captage en prairie et en agriculture biologique. Ils ont été presque en même temps ou avant certains acteurs publics à vraiment s'intéresser à cette question de l'agriculture en prévention. Mais malgré tout ça, ça n'évite pas les pollutions. Et l'autre sujet qui n'est pas qualitatif sur ces scandales des eaux en bouteille, il est quantitatif. Il est surtout là-dessus, parce que les nappes dans lesquelles ils prélèvent, certaines nappes, je pense notamment à la nappe qui est dans les Vosges, là, les grès du Trias inférieur, en fait, c'est une nappe qui se renouvelle à plusieurs centaines d'années. Et donc, c'est le patrimoine de la génération d'après. Donc là, en fait, clairement, ça pose un enjeu de société, un enjeu générationnel, de dire, en fait, désolé, mais vous allez non seulement vous payer plein d'incendies, de sécheresses, d'inondations, et on a siphonné vos réserves en eau stratégiques pour faire face à ces extrêmes. Donc, moi, s'il est plus là, en fait, le sujet. Il est qualitatif, évidemment, et donc il va demander plus de traitement, mais il est aussi quantitatif, parce qu'il y a certaines nappes qui ne se renouvelleront pas à l'échelle humaine. Et ça, c'est important. Donc, voilà. Moi, je pose ça là en disant, c'est clair qu'on peut plus vraiment regarder ailleurs maintenant. Et ça pose la question de nos usages. Et donc, je dis tout le temps, et je le répète, buvez l'eau du robinet, malgré tout ce que vous entendez. Filtrez-la si vous avez vraiment des doutes. Mais vous avez l'information normalement disponible sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ils sont tenus de publier les rapports. Et si vous avez un doute, vraiment, posez la question à Haute-Paris, si vous habitez à Paris, et puis sinon, les gestionnaires de l'eau, qui sont tenus de faire ces analyses-là. J'ai une question, mais j'ai un peu, entre guillemets, honte de la poser, parce que c'est très micro. Et en fait, je pense que du coup, le fait de la poser, ça veut dire que j'ai pas bien compris les vrais enjeux de l'eau. T'en as parlé, c'est le fameux chiffre qu'il y a autour de l'empreinte eau du bœuf, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Déjà, qu'est-ce qu'on croit ? Qu'est-ce qu'il faut croire ? Moi, en tant que citoyenne, je ne sais pas, parce que je vois l'ADEME, je vois toi ce que tu dis, je vois Sabine Bonneau qui va dire autre chose, je vois Serge Zaka qui va dire d'autres choses. En bref, je ne sais pas quoi croire sur ce sujet. Et on en discutait tout à l'heure, je me dis, en fait, c'est peut-être même pas ça la bonne question. Et du coup, est-ce que c'est un indicateur, l'empreinte eau, qui est pertinent ? Si oui, quelle est la vraie empreinte eau du bœuf ? Je suis consciente que ça change en fonction, mais c'est vrai que sur les sujets d'agriculture, c'est quelque chose qui est très sensible en fonction de là où on est. Est-ce qu'une moyenne, ça a vraiment un sens ? Bref, c'est plutôt dans une optique de sensibilisation plus massive. Qu'est-ce que je dois dire si je veux dire, ok, pour réduire son empreinte eau, en fait, manger moins de bœuf, c'est pertinent ou pas ? Voilà, merci.
Alors là, c'est parti. On part dans les indicateurs. Et en plus, la viande, c'est encore un sujet bien fédérateur. Alors, effectivement, je vais répondre direct par ce que tu as dit. Ce que je retiens qui est hyper pertinent, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur un indicateur. Surtout sur celui-là, parce que l'empreinte eau, aussi comme l'empreinte carbone, il masque certaines choses. Et la question de l'empreinte eau dans cette méthode volumétrique, empreinte eau verte, eau bleue, eau grise, bien, elle a tendance à masquer en fait tous les autres enjeux. Je m'explique. Sur l'empreinte eau volumétrique, les fameux 5000 litres d'eau par jour, on a 37% qui est lié à la viande. Toutes les viandes. Mais essentiellement, évidemment, la viande bovine, parce que c'est celle qui requiert le plus d'espace et donc le plus d'eau verte. Ce qui est important de regarder là, c'est par rapport à notre consommation actuelle en viande, et l'espace qui est nécessaire pour produire l'alimentation animale, l'alimentation pour nourrir le bétail, en fait, on a une sorte là, on a franchi une limite, quoi. On ne pourra pas, par rapport à notre consommation actuelle, avoir toutes les surfaces en pâturage nécessaires pour ça. Donc, l'empreinte eau, sur l'eau verte, j'aime à dire que c'est une question de dépendance. On se rend dépendant de l'eau verte. Donc, si, en fait, on a une sécheresse et qu'on n'a plus de fourrage, parce qu'on n'a plus d'eau verte dans les prairies, on est dépendant là de cette eau verte qui n'est plus là. Donc, on arrive à ce qui est en train d'arriver, à irriguer les prairies. Les surfaces en prairie, elles commencent à être de plus en plus irriguées pour le fourrage. Voilà. Alors qu'on pourrait changer aussi notre alimentation pour réduire notre consommation en viande, mais pas que, tous les produits animaux. Mais l'idée, c'est de ne pas totalement arrêter parce qu'on a encore besoin de l'agriculture en polyculture élevage pour maintenir ces surfaces en prairie, pour la biodiversité. Les prairies, par rapport au cycle de l'eau, sont importantes aussi, des zones éponges. Donc en fait, l'élevage n'est pas à bannir totalement pour moi. Mais on pourra en parler des heures. Mais c'est pour ça que je dis, attention, l'empreinte eau, c'est un indicateur. Et il ne faut pas se focaliser sur cet indicateur-là. Il y a aussi d'autres méthodes pour calculer l'empreinte eau qui s'affranchissent de l'eau verte, qui sont intéressantes aussi. Et ça, c'est plus développé par les entreprises. Mais il y a quand même besoin de révéler cette question de l'eau verte. C'est ça qui est compliqué, en fait. On a besoin de l'empreinte eau. Mais aujourd'hui, dans la norme ISO 14046, on ne tient pas compte de l'eau verte et pourtant, c'est une limite planétaire qui est franchie. C'est ça le truc. Donc, je vous ai entendu dire qu'aux US, ils allaient réintroduire des dizaines de milliers de castors et en France aussi, on en réintroduit de plus en plus. Est-ce que ça ne peut pas devenir une espèce invasive, surtout s'il a disparu pendant quelques décennies, donc il n'a plus de prédateurs? Elle est où la limite? Donc ça peut pas. Est-ce que ça peut nous produire un effet négatif? Alors, le castor, il y a plusieurs types de castors. Aux États-Unis, c'est Castor canadensis et en Europe, c'est Castor fiber qui se développe en Europe. On a fait une erreur, c'est d'introduire le castor fiber en Amérique du Sud, là où il n'y a pas de prédateurs naturels et ça a causé plusieurs dégâts. Donc là, non, évidemment. Mais en fait, moi j'ai un problème un peu éthique. Le castor qui est là depuis presque 30 millions d'années, qui était bien plus nombreux que l'espèce humaine avant nous, et qu'aujourd'hui, maintenant, on considère que c'est une espèce invasive, je pense qu'on a pris le problème sous un autre angle, enfin, le mauvais angle. Donc non, évidemment, le castor, c'est son milieu d'origine, c'est son milieu naturel, et on l'a dégradé, on l'a simplifié, on a pris sa place, et maintenant, on dit que c'est une espèce nuisible. Mais je pense qu'on a besoin de voir dans le castor une forme d'espérance en se disant, voilà, on peut aussi développer une autre alliance avec cette espèce-là. Donc, la laisser prospérer où elle s'est installée, lui faire confiance. Et oui, ça va inonder quelques parcelles agricoles. Et oui, on va devoir aussi rétribuer le travail des agriculteurs d'accepter, en fait, qu'il va inonder une partie de son parcellaire.
Mais lui aussi peut voir dans le castor, et c'est ce qu'ont fait les agriculteurs américains. Les agriculteurs américains, au départ, ils tuaient le castor, mais par centaines, des milliers, et ils les vendaient. Parce que ça se mange aussi, le castor c'est très bon. Mais c'est pas pour ça. En tout cas, aujourd'hui, avec le travail de lobbying citoyen, scientifique, les castors ne sont toujours pas protégés, mais les agriculteurs qui autrefois le tuaient, aujourd'hui ils le gardent et voire même ils l'accueillent parce qu'ils permettent de reconstituer un écosystème, de remettre en des zones humides qui sont des réserves de fourrage pour le bétail. Et on a quelques exemples en France qui ont le même discours en disant « Nous, on veut du castor parce qu'en fait, ça nous amène des zones humides et c'est bien par rapport aux sécheresses et on a vraiment besoin de ça. » Donc c'est cette alliance-là qui est hyper intéressante et qui permet de redessiner nos rapports avec le vivant, non humain, et non plus comme une espèce nuisible, mais vraiment comme un allié par rapport au changement climatique. Comment ça se coordonne, si tu peux un peu plus préciser quelque chose, au niveau entre les agences de l'eau et les politiques un peu plus nationales, à la fois sur la partie agriculture et aussi auprès des industriels, que ce soit les côtés incitatifs ou contraignants. Et j'avais une question aussi un peu plus générale au niveau du rôle de la France dans la politique internationale sur la gestion de l'eau. C'est quoi ton avis sur la question? Parce qu'il y a aussi énormément de dépendance et d'importation de nos consommations en eau. Donc, voilà. Sur les systèmes de démarches incitatives pour les agriculteurs, les collectivités aujourd'hui, elles travaillent surtout avec le système PSE, les paiements pour services environnementaux, qui a pris le relais des anciennes MAEC. Et en fait, les systèmes PSE, ils sont versés via les agences de l'eau et collectivités pour maintenir des démarches d'agriculteurs volontaires. C'est-à-dire ils vont au-delà des aspects réglementaires. Mais il faut bien voir là que l'agriculture industrielle, j'aime pas dire les agriculteurs, mais l'agriculture industrielle aujourd'hui ne paye pas véritablement le coût de dépollution que les gestionnaires prennent en charge pour l'eau potable. Et ça, c'est vraiment un problème parce que en fait, on paye à travers la facture d'eau ces pollutions d'origine agricole qui sont à la fois héritées et maintenant nouvelles avec toutes les substances. Et ouais, dans le modèle économique, le modèle financier, il y a un vrai déséquilibre. Et la plupart des agences de l'eau disent ce même message que le modèle du prix de l'eau, il n'est pas équitable d'un point de vue de l'agriculture. Donc ça, c'est un vrai problème. Et malheureusement, je dirais, les blocages, on les connaît. Ils sont du côté de la FNSEA. Qui empêche en fait de revoir dans les fondements de ce modèle de financement. Donc c'est pour ça que les agences de l'eau et les collectivités détournent un peu pour aller chercher des agriculteurs volontaires et les rémunérer pour ce travail-là. Mais si on voulait parler de structure, vraiment dans la structure, ce serait de revoir la structure du prix de l'eau. Chose que, par exemple, les industries de la cosmétique et de certains industriels pharmaceutiques vont devoir payer aux gestionnaires d'assainissement les coûts de dépollution en sortie d'épuration. Ça, c'est nouveau. La Suisse avait commencé à le faire et la France, ça y est, va devoir s'y mettre avec une directive européenne, la directive ERU, qui va imposer en fait aux industriels de payer les coûts pour l'agriculture, toujours pas pour l'instant. Mais voilà, ça commence à bouger du côté de l'industrie et des micropolluants. Et la deuxième question, justement, ça permet de répondre aussi à la deuxième question. À un niveau plus international, c'est un vrai sujet, la question de l'empreinte eau. Elle est pour l'instant un peu adressée, mais je dirais qu'il n'y a pas de vraies répercussions. Et pour tous les freins qu'on a identifiés, les limites sur cet indicateur, je pense que c'est un indicateur, mais ça ne doit vraiment pas être l'alpha et l'oméga. Par contre, il y a clairement un enjeu de gouvernance internationale sur le sujet de l'eau. Le dernier sommet mondial de l'eau, avant celui de 2023, il datait de plusieurs dizaines d'années, je crois 30 ans. Et en fait, on n'a pas vraiment d'instance au niveau international pour évoquer ces sujets, tant sur l'eau invisible, l'eau verte, l'empreinte eau, que sur l'eau bleue
et la construction de barrages et toutes les technologies, les infrastructures qui vont poser des enjeux géopolitiques et diplomatiques à l'avenir. La politique du prix de l'eau, c'est politique. C'est-à-dire que les maires des communes, s'ils disent « nous, on augmente le prix de l'eau », ils étaient quasiment sûrs de ne pas être réélus au prochain mandat. Donc on était dans cette mode de pensée-là jusqu'à maintenant. On se rend compte qu'on en hérite. Donc ce qui fait qu'on est face à un mur d'investissement. Et c'est là le problème, c'est qu'il y a certains territoires, en fait, ils vont devoir augmenter le prix de l'eau parce qu'ils n'ont pas mutualisé, ils n'ont pas fait les travaux, ils ont un prix de l'eau qui est très bas. Là où les agences de l'eau, maintenant, elles incitent à déjà avoir un prix minimum, un prix plancher de l'eau pour pouvoir les soutenir, les subventionner. Et donc, les collectivités, voilà, celles qui ont du retard à prendre, ça va être dur. Et puis, elles peuvent quand même faire appel à des emprunts voilà, auprès de la Caisse des dépôts, notamment. Donc, Banque de France, possible. Mais en tout cas, il y a vraiment un sujet autour de l'investissement parce qu'il y a certaines collectivités qui ont sous-investi et qui devront le faire, rattraper le retard et investir pour l'avenir. Mais toutes les autres, en tout cas, elles seront toutes concernées par l'anticipation de tous les défis qu'on a regardés sur l'eau potable, tant sur la qualité que la quantité. Mais ça, je dirais, il y a la forme de la gestion de l'eau. Donc ça, on le voit dans le cours, hein. La gouvernance de l'eau, plus on mutualise à l'échelle interco, plus on est en régie publique, ça coûte moins cher, plus on a un plan pluriannuel d'investissement. Voilà, il y a plein de leviers déjà qui sont existants. Plusieurs collectivités, les grosses collectivités, elles sont en pointe là-dessus maintenant. Mais c'est clair que le prix de l'eau, je pense qu'on paye, nous, quand on fait un tour du monde, je ne sais pas si vous avez pu voyager, mais on regarde, on revient en France, on dit mais c'est vrai que c'est pas cher, quoi. Entre l'eau potable, l'assainissement, le coût de fonctionnement, tout. Maintenant même la démarche collective auprès des agriculteurs, c'est exceptionnel, je trouve. Donc il faut vraiment le conserver, ce modèle aussi. Je voulais revenir sur le castor. En fait, j'imagine bien le castor créer des petites déviations avec les barrages et le fait que ça puisse déborder sur le champ de l'agriculteur, etc. Mais par contre, ce que j'arrive pas à imaginer, c'est l'effet positif dans le cas des creux éclairs, dans les bassins très escarpés, comme on a dans les Pyrénées ou du coup dans les Alpes d'Haute-Provence. Et là, je me dis... c'est peut-être plus pas dans ces milieux-là que le castor peut être efficace, parce que j'ai en tête les embâcles en fait, avec les déchets, les débris en fait, qui sont dans les rivières et qui peuvent causer d'énormes dégâts pendant les creux éclairs. Et du coup, je me demande si c'est pas aggravant avec un castor ce type de risque en fait. Ouais, je vais donner juste un chiffre pour ça. Merci pour la question. Ça me permet de me préparer pour demain parce que je vais faire une intervention avec Baptiste Morisot sur les techniques castor. Et en fait, les embâcles en France, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est les bouchons de bois qu'on retrouve dans les rivières. Les embâcles, ils sont créés par les humains. C'est-à-dire que là où on a construit des routes et des traversées de chaussées, des ponts, ça accumule en fait tout le bois que transportent les rivières. Et les rivières, elles ont fait ça pendant des millions d'années. Encore une fois, les forêts ont coévolué avec les rivières. Donc les rivières transportent le bois. Et juste un chiffre, Guillaume Piton, qui est un chercheur à l'INRAE à Grenoble, qui étudie ces phénomènes, nous dit que dans les crues de plus grande ampleur, ce n'est pas le bois mort qu'on retrouve dans les embâcles, c'est le bois vivant. C'est 80-90% des bois qu'on retrouve dans les embâcles. Donc en fait, le castor, lui, il vient juste prendre le bois mort, il le déplace, il en fait ses ouvrages. Et finalement, les embâcles qu'on retrouve, c'est toute la force de la crue qui va aller chercher les bois vivants, donc les arbres vivants qu'elle déchausse et qu'elle va accumuler. Et par contre, vous avez tout à fait raison de dire que le castor n'est pas la solution aux crues éclairs. Et ça, c'est vrai parce que l'intensité de ces phénomènes qui sera aggravée avec le changement climatique, c'est clair que ça ne va pas nous sauver. Il
y a plein de facteurs aggravants, autres, hein, l'artificialisation des sols, les pratiques agricoles, etc., la déforestation. Donc, c'est pour ça que dans l'hydrologie régénérative, on a cette approche au global, à l'échelle du bassin versant. Et même ça, si on arrive à être au top du top, le changement climatique est là, et il va falloir gérer la crise. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faudra aussi anticiper ces phénomènes de crue éclair, comme on a pu le voir aujourd'hui, là, dans le Var, quoi. Et merci pour la question. Donc il y a plusieurs modèles qui ont émergé pour essayer de donner une voix en fait à la nature dans les entreprises. Et donc une qui se fait déjà un peu, mais tout doucement, c'est de donner en fait aux entités une place autour de la table dans les comités d'administration. Et je voulais savoir en fait si tu pensais que c'était une idée, alors pour l'entité de l'eau, je ne te demande pas forcément de l'extrapoler, mais de pouvoir représenter un élément naturel autour d'une table avec des actionnaires et des gens qui vont impulser une stratégie dans l'entreprise. Est-ce que tu penses que c'est pertinent ou est-ce que c'est en fait une voie de faire rentrer la nature d'une manière juste, on va dire, amicale, mais sans vraiment réel levier ? Moi, je soutiens vraiment tout ce mouvement des droits de la nature et je suis amie proche de Marine Calmel, de Wild Legal et je soutiens à fond. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens dans notre rapport et notre changement culturel. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait au sein des entreprises et des comités de direction, c'est ce changement de rapport et ce changement culturel. Non plus considérer la nature comme un truc sur lequel on va se reposer, exploiter, extraire, etc. Mais maintenant, tiens, on l'invite à la table des discussions et on se souvient qu'elle est là, quoi. Alors, dans les faits et dans la pratique, je ne sais pas du tout comment ça peut se faire, mais je trouve que c'est intéressant d'expérimenter et voilà, on pourra peut-être en rediscuter sur comment exactement, mais ça passera nécessairement, dans tous les cas et pour tout le monde, à une phase d'acculturation, de formation, d'éducation, parce qu'on ne peut pas non plus... C'est Bruno Latour qui disait que les meilleurs traducteurs des langages et des voix de la nature, ce sont les scientifiques, en fait. Ce sont ceux qui sont aussi sur le terrain, qui étudient, qui regardent. Et bon, voilà, on ne s'improvise pas non plus scientifique. Et c'est pour ça qu'il y a cet effort qui est fait avec Sator, mais les autres, de faire ces formations et cette acculturation. Et après, quand on a toutes ces billes en main, je pense qu'on peut y répondre. Mais je serais super intéressée d'en parler. Du coup, le castor, il n'existe plus trop en France depuis pas mal d'années. Enfin, il est plus trop représenté, quoi. C'est quoi aujourd'hui, pour toi, les exemples de biodiversité, d'écosystèmes, de vivants, qui sont les alliés, justement, de ces cycles de l'eau douce et sur lesquels on peut se reposer et que s'ils étaient dégradés aujourd'hui, ça empirerait le cycle de l'eau douce d'aujourd'hui, quoi. Je pense que si on a... conscience de l'importance du ver de terre dans les cycles de l'eau, mais le carbone, les nutriments, enfin les cycles biogéochimiques au global, par le prisme du ver de terre, on se dit mais on regarderait plus un ver de terre de la même manière, quoi. On se dirait mais c'est fabuleux. Et c'est vrai que si on continue à dégrader les sols, retourner casser les prairies, on en parlait tout à l'heure, mais dans le nord de la France, il y a un énorme... là en ce moment, on est en train de retourner les dernières prairies qui restent dans le nord de la France, pour l'industrie de la pomme de terre. Et en fait, du coup, quand on retourne une prairie, derrière monoculture, derrière pesticides qui vont dézinguer les vers de terre, et ça fait des sols qui sont plus capables de retenir l'eau et qui lessivent. Et en fait, on perd du sol, on perd du carbone, on perd des nutriments, on perd de l'eau. En fait, on perd un capital, quoi. C'est ça qu'on essaie de dire. Et il y a même des études économiques qui montrent qu'on a plutôt intérêt pour les agriculteurs de garder en fait ces prairies, ces bocages, juste d'un point de vue économique, quoi, si on prend en compte tout ça. Vers de terre, castor, mais le castor c'est un peu plus difficile à modéliser, je pense. Mais voilà, il y a plein d'autres effets. Je pense que le castor, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est son lien par rapport aux zones humides, et les zones humides qui remplissent plein de rôles, plein de fonctions, pareil, qui sont sous-évaluées. Là-dessus, c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu du mal à décentrer mon regard du castor. Hein. Je suis vraiment... ouais. Le bambou, je suis pas sûre. Hein. Ouais, ça prend de l'eau, c'est... Ouais, et puis en fait, il faut vraiment regarder les rivières comme des mosaïques d'habitat. Et en fait, si on a une espèce invasive
comme par exemple la renouée du Japon, qui est une espèce envahissante sur les berges, et qui n'a pas de prédation naturelle. En fait, c'est là où on a des écosystèmes qui sont appauvris parce qu'elles prennent la place d'autres espèces. Ça simplifie les milieux et donc ça peut être problématique. Donc la diversité, encore une fois, elle est vraiment importante, même en milieu rivière. Et donc si on commence à introduire quelques espèces qui vont prendre la place des autres, là on perturbe grandement le fonctionnement de l'hydrosystème. Quand on parle de diversité, on peut aussi parler du fait que, et ça répond à ta question, comment on arrive à aller doucement de l'anthropocentrisme vers le biocentrisme. Intégrer ces fameuses questions du vivant. Enfin, là, je vais enlever ma casquette boulot et vraiment, même moi, dans ma vie de tous les jours, je me pose cette question. Comment, quand j'achète quelque chose, quand je consomme quelque chose, comment j'arrive moi-même à mapper ce sur quoi je vais avoir un impact. Et aujourd'hui, je me dis, moi en tant que citoyenne, mais toi en tant que scientifique, comment est-ce que tu arrives à influencer les parties prenantes, donc les collectivités, leur faire comprendre que la science c'est fondamental et que c'est pas juste pour se faire plaisir et que quelque part, même en tant que scientifique spécialisé dans l'hydrologie, on a le droit d'avoir des avis qui vont toucher les sols, on a le droit d'avoir des avis qui vont avoir d'autres impacts et finalement montrer à tout le monde que cette histoire d'écosystème, on en est tous partis et que si on se mettait tous autour de la table, ce serait possible. Donc ma question elle est assez vague et assez courte en même temps. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à interagir avec les collectivités, les entreprises et finalement, comment est-ce qu'on arrive à aller au-delà d'une empreinte eau, d'un indicateur qui est beaucoup plus global, qui prend en compte la systémie de tous nos enjeux? Je crois que la réponse est dans la question. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment besoin de produire un indicateur global qui va produire cet effet-là. Et voire même, je crois qu'on perd du temps à le faire. Alors qu'on a déjà des solutions et que, en fait, c'est ces fameuses solutions sans regret, quoi. On sait qu'on le fait, on ne peut pas encore véritablement quantifier, chiffrer partout, sur tous les aspects. Mais par contre, on sait qu'on le fait, on va dans le bon sens. Et c'est ça le plus important et c'est ce que j'essaye de dire. Et en agissant auprès des territoires qui sont les plus concernés en fait, par tous ces enjeux-là, qui connaissent les territoires, qui connaissent les enjeux, qui ont juste besoin de se mettre autour de la table et parfois même d'un appui financier et qui peuvent être ouverts en fait, à des partenariats avec du privé, il y en a, c'est super. Moi, je trouve que c'est génial. C'est vraiment la configuration parfaite où on fait avec les territoires, c'est d'abord les territoires, et on inclut des acteurs privés qui sont soit sur le territoire ou ailleurs, mais qui vont soutenir en fait, les actions de la collectivité. Et les actions de la collectivité, je veux dire, elles sont plutôt bien au courant, quoi, entre les acteurs qui prélèvent le plus d'eau, qui en consomment, ceux qui dégradent les sols, ceux qui... Voilà. Et ils ont déjà des projets dans les cartons. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a déjà des projets, ils sont là, ils ont besoin d'être concertés et financés. Et voilà, là-dessus, on n'a pas besoin d'indicateurs, il y a besoin d'argent, de se mettre autour de la table pour faire ça. Par contre, je pourrais pas, du coup, sur la question des indicateurs, on en reparlera. Il y a quand même, je pense, besoin d'un reporting, c'est normal, je l'entends complètement. Et pour ça, essayer d'être le plus englobant et précis possible sur ce qu'on cherche à compter. Mais ne pas trop se perdre là-dedans. Voilà, c'est ça le conseil. Selon toi, si on devait sélectionner 2-3 entreprises nationales qui auraient le plus d'impact pour aller toucher tous les territoires sur ces enjeux-là, ce seraient lesquels? Moi, ceux qui m'intéressent le plus, ce sont les banques et les assurances. Sur la question de l'eau et des risques liés à l'eau, c'est ceux qui vont avoir le plus gros levier en termes d'investissement et d'adaptation, et pour les territoires. Et donc je pense que déjà dans leur forme, certaines banques, pas toutes mais la plupart, sont organisées par région, ont des délégations par région. Donc en fait, ils sont proches des acteurs locaux, des élus. Il y a même certains élus qui siègent dans ces instances-là, privées. Donc je pense notamment au Crédit Agricole, par exemple, qui a un énorme poids, on sous-estime, mais il peut vraiment agir auprès des territoires. Et les agriculteurs, ils drainent beaucoup d'agriculteurs. Donc si on arrive à faire bouger, ne serait-ce que les agriculteurs qui sont chez le Crédit Agricole, c'est énorme.
Et puis, au-delà de décarboner leur portefeuille, c'est vraiment d'agir au plus proche des territoires et sur l'adaptation. Un autre exemple par rapport aux assureurs, parce qu'après 2022, ça a coûté 3,5 milliards d'euros de sinistres par rapport au retrait gonflement d'argile. Là, ils sont en train d'expérimenter avec des territoires des dispositifs qui permettent de prévenir ce risque-là. Et donc, ils sont obligés de travailler avec les élus, avec des constructeurs, des promoteurs, pour envisager où est-ce qu'on va construire demain et comment on va construire en tenant compte de ces risques et vraiment encourager la prévention. Je pense que banque, assurance et après, tout ce qui est autour de la construction, quoi. C'est clair. Je discutais avec quelqu'un de mon village dernièrement sur la réapparition des algues vertes, qui avait beaucoup baissé chez nous, qui reviennent, je pense beaucoup à cause de la chaleur, mais pas que. Et donc, moi, j'avais une question pour vous, c'est qu'est-ce qui peut être un facteur? Parce que nous, on se disait finalement, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. On a une petite association environnementale, mais aller agir sur les agriculteurs qui sont eux-mêmes prisonniers pour une partie d'entre eux d'un modèle où ils ont des dettes, il y a des dépendances affectives, il y a des dépendances collectives. Je ne sais pas si vous... Moi, le film Les algues vertes, par exemple, montre très très bien à quel point c'est difficile quand on est pris dans un modèle économique aussi vaste, agricole et agroalimentaire, d'en sortir. Mais du coup, qu'est-ce qui peut faire que, par exemple, un projet comme ce que vous faites dans la Drôme, est-ce qu'il y a des petits cliquets, des petites choses qu'on peut faire pour petit à petit amener les gens à travailler sur ces sujets-là, en fait, et les mettre autour de la table pour qu'ils se parlent? Parce qu'effectivement, c'est pas une question de dire « Ah bah toi, t'es pas gentil parce que tu pollues ». Je pense que personne n'a envie particulièrement de flinguer son environnement, en fait. Mais si vous avez des exemples, On est en train d'élaborer un guide avec l'association, là, des retours d'expérience. On commence déjà à le structurer, à l'alimenter, mais il sortira que l'année prochaine, en 2026. Mais montrer, en fait, le chemin par lequel les collectivités se sont engagées et les agriculteurs se sont engagés. Il n'y a pas un chemin unique, il y en a plein évidemment, mais à l'origine, par exemple, je donnais le territoire de la Galore, la Valoire-Galore, qui est au nord de Valence, en rive gauche du Rhône, un territoire qui est sous tension hydrique depuis une dizaine d'années. Le préfet a interdit tout nouveau prélèvement, donc ça a mis en fait déjà en tension les agriculteurs et les élus parce qu'ils n'avaient plus le droit de délivrer de permis de construire. Et là, quand ça commence à toucher à ça, les élus, ils sont tout de suite ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre autour de la table, on en discute. Et quand on ne peut plus prélever dans la nappe parce qu'elle est polluée et surexploitée, là, ils se sont dit, ok, on va faire avec ce qui tombe du ciel. Donc, on va faire avec l'hydrologie régénérative. Et c'est là qu'on est arrivé en parlant de ça, en disant, voilà, nos inspirations, voilà l'idée de faire ça. On a déjà quelques des agriculteurs qui sont dans le sud ou dans la Drôme qui peuvent vous permettre de vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, on a chopé un élu agriculteur qui est un super ambassadeur, mais qui est agriculteur et qui allait voir et qui s'est intéressé, qui s'est formé, qui a regardé, qui maintenant a entraîné et qui a commencé sur une petite ferme, 11 hectares, et ensuite la ferme d'à côté, et l'autre, et ensuite un collectif d'agriculteurs. Et ce faisant, ils ont vraiment engagé une dynamique avec des agriculteurs volontaires. Mais il a fallu mettre en place plein de choses. Déjà, là, il y avait le couperet réglementaire qui faisait que plus le choix. Mais parfois, on n'est pas obligé de passer par là. On peut très bien y aller avant. Mais il faut des élus motivés, des élus locaux motivés, évidemment, c'est indispensable. Quelques agriculteurs motivés, et ça suffit pour enclencher une dynamique. Et les agriculteurs, ils regardent quoi. Le voisin, il dit « Ah bah t'as fait ça, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah t'as eu de l'argent? Oui d'accord. Ok bah j'y vais. » Et quand on met en place plein de choses, la formation, l'information, l'accompagnement technique, mettre dans la boucle la chambre d'agriculture, et c'est un travail vraiment collectif qui permet de nouer une confiance et ça se construit dans le temps avec des financements associés pour pouvoir les accompagner.
Mais ça serait vraiment, le message, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il n'y a pas de route unique. Et les ingrédients clés, ce sont quand même des élus locaux et quelques appuis des agriculteurs déjà un peu convaincus à la base pour s'y mettre. Et ensuite, le terrain. Boire des cafés, boire des canons, discuter avec eux. Et ça, donc il y a ça, l'aspect humain. Mais derrière, nous, et c'est ce qu'on fait avec l'association, c'est le suivi scientifique. Il faut que ça soit aussi bien suivi. Donc on met des capteurs dans les sols, on mesure le niveau dans les nappes, dans les rivières, l'érosion des sols. Enfin, on essaie d'avoir et d'ailleurs, l'article qui a été publié dans une revue dynamique environnementale, gratuit, et qui a été fait par notre référente scientifique, Judith Ekman, écrit tout le protocole de suivi de ces expérimentations pilotes. Ça permet de déjà donner des idées à d'autres territoires s'ils veulent mettre en place ce protocole-là. Eh bien, s'ils veulent s'engager, c'est tous les indicateurs justement et la manière dont on mesure les effets de l'hydrologie régénérative en territoire agricole. Gros travail, gros travail, mais ça va se faire vraiment sur le temps long avec la confiance, le temps, le facteur humain, on sait. Mais voilà. En tout cas, c'est super parce qu'on a une belle dynamique. L'agence de l'eau nous suit, on a quelques partenaires financiers aussi, et ça, c'est vraiment, encore une fois, collectif, quoi. Moi, c'est plutôt une question peut-être un peu théorique sur la question d'eau verte. Quand on a parlé au début, tu as dit que c'était une part importante de la ressource en eau, mais qu'en France, on n'avait peut-être pas beaucoup de données ou d'études pour quantifier le phénomène. Pourquoi spécifiquement en France on a si peu? Est-ce qu'il y a des endroits où il y en a plus? Et pourquoi? Pour quelles raisons? Super question. En France, on est, comme je disais, les pluies sont influencées par le régime océanique. Donc c'est surtout de l'eau bleue, entre guillemets. Enfin, c'est l'eau qui est évaporée de l'océan et qui arrive chez nous en France. Donc la part de l'eau verte dans les précipitations, elle est quand même plutôt réduite. Et ce qui, je pense, c'est mon interprétation, fait qu'on s'y intéresse peu. Mais par contre, les autres centres de recherche l'étudient, comme le Stockholm Resilience Center, toujours lui, qui est à l'origine des limites planétaires. Pour les petites histoires, en fait, Malin Falkenmark, qui est l'hydrologue suédoise qui est à l'origine du concept d'eau verte, elle était très amie avec Johan Rockström. Ils sont toujours amis, d'ailleurs. Mais ils ont publié ensemble les premiers papiers autour de l'eau verte, quoi. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, le lien avec l'alimentation, etc. Donc, je dirais le hotspot de l'eau verte se situe là-haut. Et en France, on essaye d'intéresser la recherche, mais c'est encore vraiment balbutiant. Et surtout, l'interaction entre le sol, le végétal, le climat. Et cette interaction-là, ce continuum-là, il est encore relativement peu étudié, je pense, en France. Et c'est l'ouverture qu'on essaie de donner avec l'hydrologie régénérative, c'est tiens, si on fait ça partout, est-ce qu'on arrive à modifier le microclimat, le mésoclimat, voilà. Ça, c'est vraiment plein de questions, mais on n'a pas de réponse pour l'instant. Merci beaucoup à tout le monde. Charlène, est-ce que tu as un dernier mot pour donner envie aux gens de suivre ton grand cours et de t'écouter pendant 10 heures? Ouais. Est-ce que j'ai encore un mot à dire? Je pense que les graines, elles sont là. Il faut juste les arroser. Et vous pouvez le faire avec le cours, mais aussi avec plein d'autres médias. Et surtout, voilà, gardez votre optimisme, votre engagement, votre soif d'apprendre et d'expérimenter. Et puis on reste en lien, parce que l'eau relie, donc on reste en lien. Merci beaucoup.